Ce printemps, c'est le centenaire de la mort de Franz Kafka. Nous avons souhaité honorer cet auteur aujourd'hui avec 7 angles d'approche de son œuvre: Kafka, la loi, la liberté et la question anarchiste. Kafka, né en 1883 à Prague, est mort de la tuberculose dans un sanatorium à Kirling en 1924. Il a laissé une œuvre en allemand constituée de quelques textes publiés de son vivant, comme La Métamorphose, Le Verdict ou La Colonie pénitentiaire, et de plusieurs manuscrits qu'il avait demandé à son légataire Max Brod de brûler. Celui-ci lui a désobéi et c'est pourquoi nous pouvons lire aujourd'hui Le Procès, Le Château ou encore L'Amérique. Certains papiers de Kafka ont connu par ailleurs une histoire romanesque, nous en parlerons un peu ce matin. L'univers de Kafka est un univers de normes administratives accumulées, absurdes, qui exercent sur les individus une contrainte absolue et anonyme, contre laquelle il semble très difficile de se révolter. Il y a là toute une pensée de la loi dans la modernité, et de la loi pas seulement dans un sens social et politique. La loi religieuse est aussi interrogée par l'œuvre de Kafka, juif de la Mitteleuropa, qui, comme d'autres, Sigmund Freud, Martin Buber, Gershom Scholem, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Hannah Arendt observaient que la tradition n'a plus de prise sur le monde moderne. Ce que Kafka a en plus peut-être, par rapport à certains autres en tout cas, c'est un messianisme à l'envers, c'est-à-dire un messianisme qui se donne à travers son échec constant, à travers les impuissances modernes du désir de liberté, ce qui suggère, comme le dit très bien Michael Levy, un de ses grands lecteurs, que l'utopie révolutionnaire n'existe qu'en négatif chez Kafka. Néanmoins, elle existe et sa fréquentation des cercles anarchistes révèle une conscience politique dont nous voudrions aussi parler ce matin. Bonjour Michael Levy. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, je suis très heureuse. Vous êtes là pour nous parler de Kafka ce matin. Vous lui avez consacré un chapitre de votre ouvrage Rédemption et Utopie, le judaïsme libertaire en Europe centrale, et vous lui avez aussi consacré un livre, Kafka rêveur insoumis, désormais aux éditions Le Retrait. Bonjour Léa Weinstein. Bonjour. Vous êtes, moi aussi je suis très heureuse de vous rencontrer et de vous recevoir aujourd'hui. Vous avez fait votre thèse de doctorat à la jonction de la philosophie et de la littérature allemande en travaillant sur Kafka lu par les philosophes Benjamin, Arendt, Anders et Adorno, un travail publié aux éditions des Sciences de l'Homme. Et puis vous venez de faire paraître chez Flammarion J'irai chercher Kafka, où à la première personne vous racontez une enquête sur certains manuscrits de Kafka. Il y avait encore des conflits juridiques à leur sujet il y a peu de temps. Devant la loi se tient un garde. Un homme vient de loin qui voudrait accéder à la loi. Mais le garde ne peut le laisser entrer. Peut-il espérer être admis plus tard? C'est possible, dit le garde. Par le portail ouvert, l'homme essaie de voir. Ne lui a-t-on pas appris que la loi était accessible à tous? Ne tente pas d'entrer sans ma permission, dit le garde. Je suis très puissant. Et pourtant, je ne suis que le dernier d'entre les gardes. De salle en salle, de portail en portail, chaque garde est plus puissant que le précédent. Avec la permission du garde, l'homme s'assied près du portail. Et là, il attend. Pendant des années, il attend. Petit à petit, il se sépare de tout ce qu'il possède dans l'espoir de soudoyer le garde qui, à chaque offrande, ne manque pas de lui dire « Je n'accepte que pour que tu puisses être certain d'avoir tout tenté ». À force d'épier sans cesse le garde, au cours des longues années d'attente, l'homme finit par connaître jusqu'aux puces de son col de fourrure. Avec l'âge, il retombe en enfance et il supplie ses puces d'intercéder auprès du garde pour qu'il le laisse entrer. Dans les ténèbres, car sa vue a baissé, il discerne une radieuse lumière filtrant à travers les portes de la loi. Et maintenant, au seuil de la mort, tout pour lui se résume en une dernière question. Il fait signe au garde. « Tu es insatiable, dit celui-ci. Que veux-tu encore ?» Et l'homme de dire « Si, comme il est écrit, chacun s'efforce d'atteindre la loi, comment se fait-il que nul autre ne se soit présenté ici au cours de toutes ces années ?» Et puisque l'homme entend à peine, le garde lui rugit dans l'oreille. « Parce que nul autre que toi n'aurait jamais été admis, parce que nul autre n'aurait pu franchir ce portail. Il n'était destiné qu'à toi. Maintenant, je vais le fermer. »
Vous venez d'entendre ce qu'on appelle la parabole de la loi dans le procès de Kafka. C'est le récit qui se trouve, là, vous venez de l'entendre, dans le film de Orson Welles, réalisé en 1962 à partir du procès, ce livre de Kafka. Et dans ce récit, un prêtre révèle, enfin, c'est ce qu'on croit, à Joseph K., dans la cathédrale que celui-ci est en train de faire visiter à un client, le sens de ce qui est en train de lui arriver, lui qui subit un procès dont une situation d'inculpé à laquelle il ne comprend rien. Et donc il y a cette attente de la loi dans ce récit qui finalement est vide. Au fond, il ne reste que l'attente. Ce qui pose beaucoup de questions. J'aimerais savoir, Michael Levy, comment vous entendez-vous cette parabole? Il existe des interprétations qui disent que ça veut dire, bien sûr, que ces normes judiciaires absurdes ne sont assises sur aucune loi première substantielle. On peut aussi dire que c'est vraiment de la loi religieuse qu'il parle là, par ailleurs, mais c'est une loi absente. La loi religieuse juive traditionnelle se déroberait donc à l'attente des modernes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Alors, ces textes, comme toute l'œuvre de Kafka, mais ces textes tout en particulier, c'est prêt à énormément d'interprétations et il garde toujours un mystère. Hein? Oui. Il garde un moment, une dimension énigmatique. Bon, c'est ça qui fait le charme de l'écriture de Kafka. Hein? C'est de la poésie. Hein? Donc, toute tentative d'interprétation est subjective et partielle. Bon. Enfin, tel que moi je le comprends, mais pas seulement moi, il y a aussi Hannah Arendt, enfin, il y a d'autres qui sont allés dans cette direction. Ce que Kafka a voulu dire, c'est qu'il ne faut pas se prêter aux injonctions des gardiens de porte. Oui. Il faut avoir le courage d'avancer, bousculer des côtés tous ces gardiens qui ne représentent rien et ouvrir la porte. Ou sortir par la porte, ou entrer par la porte, hein, forcer la porte. Et dans le journal de Kafka, il y a une phrase où il dit ça, il dit « il faut savoir forcer le porte du monde hein. ». C'est très fort ça, oui. Il faut savoir forcer le porte du monde. Donc, c'est ça, à mon avis, hein, c'est ça un peu l'idée. Si on accepte les injonctions de gardiens, disons, de toutes les portes, on est condamné. Hein. Il faut avoir le courage de la forcer. Mm-hmm. Et d'ailleurs, il y a une Agada juive, une ancienne Agada juive qui fait partie du Talmud, psychiatre Rabim, qui raconte l'histoire de Abraham, si je ne me trompe pas, qui va aux portes du ciel, on ne le laisse pas entrer, il y a un ange qui l'empêche, qui dit derrière moi il y a d'autres beaucoup plus puissants, mais Abraham le bouscule, il entre, il affronte effectivement un autre, etc., mais finalement Dieu ordonne qu'on le laisse passer. Bon, donc c'est ça, il faut avoir le courage de forcer l'entrée. Et peut-être de ne pas attendre que Dieu force à notre place. En tout cas, dans la parabole de la loi chez Kafka, il n'y a plus de Dieu. Non, il n'y a plus qu'une loi, et même cette loi est absente. Et qu'est-ce que vous en pensez, Léa Weinstein, de cette parabole célèbre de la loi? J'ai l'impression, en l'entendant là ce matin, que précisément forcer la porte, c'est ce que Joseph K. ne fait pas. Et c'est ce que nous, en écoutant le texte, on a envie désespérément qu'il fasse. Mais pourquoi? J'ai l'impression que voilà, le texte de Kafka nous pose aussi cette question vertigineuse qui est de savoir qu'est-ce qu'il aurait dû faire, puisque le texte se termine quand même sur ce mystère, cette énigme, en effet, elle n'était ouverte que pour toi. Alors, il a attendu. Je pense que dans cette si longue attente, il y a quand même, en effet, un désir, un espoir, parce qu'il serait parti sinon. Il désespère pas, il reste. Mais il y a quelque chose qui est manqué quand même dans ce face-à-face avec la loi. Et donc, j'ai l'impression que Kafka nous adresse encore cette question-là. Dans notre rapport à la loi, qu'est-ce qu'on manque ? Alors on va revenir évidemment sur la loi au sens social et politique, qui est sans doute l'enjeu premier de ce procès absurde qui tombe sur la tête de Joseph K. Mais il y a un enjeu religieux, c'est pas du tout un hasard si c'est un prêtre qui parle de la loi,
semble-t-il, la loi avec un grand L, la halacha peut-être juive. Et dans la lettre au père, Kafka évoque le fait que, évidemment, son père lui a raconté beaucoup de balivernes, mais peut-être la tradition elle-même, qu'il a essayé de lui transmettre très mal, n'était plus rien. Il y a cette phrase, le rien du judaïsme. Et tu ne m'as transmis donc que quelques balivernes. Ce n'était vraiment rien. Une plaisanterie. Non. Même pas une plaisanterie. Le problème aussi que vous soulevez, Michael Levy, et que Stéphane Moses, par exemple, autre commentateur, je trouve qu'il y a beaucoup de passerelles avec lui dans votre travail, soulève, c'est celui de la loi qui est devenue un rien, qu'il n'est plus possible d'appliquer la tradition religieuse. Et c'est une question que se pose toute une génération de juifs de la Mitteleuropa à la charnière du 19e et du 20e siècle. Oui, bien sûr. Mais, disons, je pense que, que la loi juive au sens traditionnel, avec toutes les interdictions, les mitzvot, etc., bon, effectivement, ça ne signifie plus rien pour Kafka et pour la plupart des juifs. Mais il a une autre façon d'interpréter, peut-être pas la loi, mais la tradition juive, la religion juive, qui était celle de certains des amis de Kafka, très proches, Hugo Bergman, Félix Welch. Le judaïsme, c'est une religion de la liberté. C'est une interprétation hétérodoxe, hérétique, mais ils essaient d'interpréter le judaïsme comme une religion de la liberté. Disons, l'ordre qui donne la religion aux Juifs, c'est d'être libres, d'exercer leur liberté. Et je pense que Kafka avait de la sympathie pour cette interprétation. Donc, si la tradition, si la religion juive a un sens pour lui, c'est peut-être dans ce sens-là. Un impératif absolu de liberté. Donc, apprendre par la négative, comme toutes les choses théologiques chez Kafka, la loi nous dit la liberté. Et d'une façon générale, expliquez-vous, je vous cite Michael Levy, la théologie de Kafka, si l'on peut utiliser ce terme, est négative dans un sens précis. Son objet est la non-présence de Dieu dans le monde et la non-rédemption des hommes. Commentez tout de même votre propre phrase. Elle est riche, hein, Michael. Alors, si la rédemption des humains messianiques, c'est la liberté totale, le monde que décrit Kafka, c'est le monde de l'absence de liberté. Les mondes dont Dieu s'est retiré. C'est pour ça que je parle de théologie négative. D'ailleurs, Scholem aussi parle de théologie négative. Théologie négative, ça veut dire quoi? C'est un monde où la seule chose qu'on connaît de Dieu, c'est son absence. C'est ce que dit Scholem dans le célèbre poème. C'est le néant, c'est l'absence de Dieu. Tout ce qu'on voit de Dieu, c'est son absence. Et son absence s'est traduite par l'absence de la liberté. C'est un monde où la liberté était bannie. Les deux choses vont ensemble. Donc c'est la théologie négative, c'est la théologie de l'absence de Dieu et de l'absence de liberté. Léa Weinstein, Walter Benjamin, d'après son ami Gershom Scholem, qui en matière religieuse lui a à peu près tout appris pendant l'adolescence et à Berlin, puis leur jeunesse en Allemagne et en Suisse, Walter Benjamin était profondément fasciné par cette découverte chez Kafka de la théologie négative. Scholem dira plus tard, cité d'ailleurs par Michael Levy dans une lettre, ou dans un texte, pardon, Walter Benjamin a découvert dans le monde de Kafka l'inversion negativen Umschlag, des catégories juives. Plus de doctrine positive, seule subsiste une promesse strictement utopique qu'on ne saurait encore formuler. Walter Benjamin, ajoute Scholem, savait que l'on trouve dans Kafka la théologie négative d'un judaïsme qui a perdu le sens positif de la révélation, mais qui n'a rien perdu de son intensité. Ça vous intéresse, cet aspect, dans la lecture de Kafka par Benjamin ? Oui, ça m'a intéressée dans la lecture de Kafka par Benjamin. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que Benjamin, il est
pris entre Scholem, donc dans sa lecture de Kafka, dans sa découverte de Kafka, il est pris entre Scholem d'un côté, Brecht de l'autre. Oui, qui ne lui répond pas, non? Il lui envoie son texte sur Kafka et il répond pas. Qui lui répond pas, voilà. Donc oui. on voit à quel point Kafka est un carrefour d'ailleurs, puisque d'un côté, Scholem essaye de le tirer vers une interprétation théologique, et donc ce qu'on vient d'aborder, la question de la théologie négative, ce qui intéresse Benjamin et dont il va faire quand même finalement le centre de son interprétation de Kafka. Oui. Mais il y a aussi la question politique. Et donc, il y a aussi Brecht de l'autre côté, Adorno aussi. Et donc, il va essayer à partir de Kafka, de voir comment tout ça peut se rencontrer dans l'interprétation. Oui. Comment la théologie négative peut aussi rejoindre la théorie critique. Donc c'est assez fascinant. Et pour revenir sur la théologie négative telle que Benjamin la trouve chez Kafka, oui. Il y a aussi une chose qui, à mon avis, est intéressante, c'est la question de l'interprétation. On l'a entendu avec la parabole devant la loi. Chez Kafka, le texte existe en lui-même, tout seul, tel qu'on l'a entendu tout à l'heure. Et puis, à l'intérieur du roman du procès, il existe comme une parabole qu'on va essayer d'interpréter. Et donc, Benjamin est très sensible d'ailleurs à ça, c'est-à-dire que il pense qu'il y a chez Kafka une trace de la tradition juive à travers la question de l'interprétation et donc le rapport entre la halacha et la Haggadah, c'est-à-dire entre les petites histoires et l'interprétation de la loi. Kafka reprend ça, on l'entend très bien avec la parabole. Parlons un peu de Benjamin, qui donc qui se voit demander un texte pour le 10e anniversaire de Kafka par un journal juif allemand lorsqu'il est à Paris, donc 10e anniversaire en 1934. Et il envoie son texte à Brecht qui ne répond pas, il envoie son texte à Adorno aussi qui répond longuement, on va y venir. Et avec Scholem, il a toute cette correspondance. Walter Benjamin, dans les thèses sur l'histoire, évoque un ange dans la 9e thèse qui pourrait nous sauver, qui pourrait ramasser les morts, les faire revenir, ramasser tout ce qui est démembré. Et c'est frappant, dans la 9e thèse, il n'y arrive pas. Le texte dit, Walter Benjamin semble insister sur ce point, l'ange voudrait ramasser l'histoire et sauver les morts, mais il n'y arrive pas. La tempête qui s'appelle progrès vient s'engouffrer dans ses ailes et il est obligé de s'en aller. Oui, c'est un messianisme, mais complètement négatif, impuissant en quelque sorte, Michael Levy. Oui. Disons, l'ange de l'histoire, c'est l'historien d'une certaine façon, mais l'historien tel est incapable de coller les morceaux, de ressusciter les morts. Donc, ça, c'est la tâche du Messie, mais l'ange de l'histoire, c'est pas le Messie. C'est celui qui observe, terrifié, ce qui se passe. Oui, c'est vrai. Le Messie, où est-ce qu'il est? Bon, ça c'est... Enfin, mon interprétation, mais encore une fois, toutes les interprétations sont arbitraires. Mon interprétation de Benjamin, dans le cas, c'est que le Messie, c'est pas un personnage qui arrive comme ça, c'est nous tous. Nous tous, c'est nous le Messie. Chaque génération a reçu, dit-il, une faible force messianique. Oui. Donc, c'est à chaque génération d'essayer d'exercer cette faible force messianique pour faire venir la rédemption. C'est un peu ça, ma lecture. Oui, c'est très intéressant. Le Messie, c'est nous. Et c'est vrai que c'est un peu lié à Kafka, à chacun d'entre nous de forcer la porte. Ouais. C'est tout à fait cohérent avec sa lecture de Kafka. Et alors, Adorno trouve formidable le texte de Benjamin de 34 sur Kafka, et il lui écrit, ça correspond très bien à son idée à lui, qui est que Kafka offre une photographie, je cite Adorno, de la vie terrestre prise à partir de la perspective du rachat ou de la rédemption, mais rien n'apparaît de cette dernière sur la photographie sauf le coin d'un tissu noir. Là encore, il y a le désir d'une perspective de rédemption, de rachat, de messianisme, mais par le négatif, par le tissu noir qui ne montre rien de cela. Ça aussi, ça vous a intéressé, vous qui avez travaillé sur Adorno, lecteur de Kafka, Léa Weinstein ? Oui, parce que je trouve cette image du négatif photographique très très riche. À la fois, on comprend
cette idée de la théologie négative ou inversée, en fait. C'est-à-dire que c'est un point de vue théologique inversé, comme l'est un négatif ou comme l'est un miroir. On voit exactement à l'envers, dans l'autre sens. Et en même temps, par rapport à la possibilité de lire Kafka, j'aime bien l'idée du négatif photographique parce que c'est quand même à partir de ça qu'on va pouvoir développer une image. Oui, c'est après. Vrai, c'est vrai. Et donc je pense que ils ont lu Kafka en philosophe, habité par ces questions théologiques, mais ils ont aussi rencontré un écrivain. Et donc le producteur d'images qui ont été fécondes ensuite pour eux, et cette rencontre-là aussi entre la philosophie et la littérature, l'écriture pure, est très forte chez Adorno et chez Benjamin. Et d'ailleurs, quand Adorno parle de ces questions, il se fait écrivain. Il emploie le même mot qu'il emploie à propos de Kafka, si fort à dépeindre les fissures du monde, dit-il. Et dans son propre texte, la fin de Minima Moralia en 1951, il dira que si on pense le monde dans une perspective messianique, mais c'est un comme si, toujours chez Adorno, rien n'est certain, on fait comme si, alors c'est à travers les fissures et les crevasses, dit-il, qu'il faut envisager peut-être un jour une lumière messianique. Oui, il y a cette idée qui va reprendre d'ailleurs à Benjamin aussi de la déformation. On va peut-être parler de la métamorphose. Donc les fissures, les crevasses, on pense à ces animaux qui peuplent l'univers de Kafka. Et puis si on pense à la métamorphose, Adorno va beaucoup s'appuyer sur la déformation du monde, de l'humain. Oui. Et Kafka nous posant à travers ça la question de savoir qu'est-ce qui aujourd'hui reste. Quel est ce reste ? Quel est le reste humain derrière ou à travers la métamorphose ? Ce qui nous renvoie, avant d'arriver à la métamorphose, au problème du monde empreint de normes accumulées, bureaucratiques, absurdes. Là, cette fois-ci, c'est la loi, les lois qui perdent tout leur sens, mais au sens social et politique que nous abordons. Et je vous propose d'aborder cette question dans l'œuvre de Kafka à travers la lecture de Hannah Arendt. Écoutez-la. Le thème central des romans de Kafka est le conflit entre un monde qui est décrit comme une machinerie fonctionnant sans heurts et un héros qui cherche à la détruire. Ces héros ne sont pas de simples hommes tels que nous les rencontrons quotidiennement dans le monde, mais des modèles variés d'un homme en général, dont la seule qualité décisive est le fait de se concentrer imperturbablement sur ce qui est humain en général. Sa fonction dans l'intrigue du roman est toujours identique. Il découvre que le monde et la société normale sont en fait anormaux, que les jugements que tout le monde accepte comme sains sont en fait complètement insensés, et que les actions qui se conforment aux règles de ce jeu sont ruineuses. Le héros de Kafka n'est nullement mu par des convictions révolutionnaires. Il représente seulement à lui tout seul la bonne volonté, qui presque sans le savoir ni le vouloir, met à nu les structures cachées de ce monde. Cet homme de bonne volonté peut être n'importe qui et tout un chacun, peut-être même toi et moi. C'est Anna Felpin de notre équipe d'Avec Philosophie qui lisait cet extrait de l'article de d'Hannah Arendt, Franz Kafka, article paru pour la première fois dans la Partisan Review en 1944, donc en pleine guerre, qui a été repris plus tard, notamment dans son gros volume de textes qui s'appelle La tradition cachée de 1976. À nouveau vous, Léa Weinstein, vous qui avez spécifiquement travaillé sur Arendt et Kafka, elle va chercher là, semble-t-il, les automatismes des totalitarismes. C'est-à-dire, Kafka aurait anticipé sur l'hyper-bureaucratisme nazi et par ailleurs stalinien. Et ce problème, est-ce que vous êtes d'accord avec Michael Levy je me permets, parce que vous avez écrit vos thèses, donc je me permets de dire ce qu'il en dit, c'est qu'au fond, c'est un hymne à la révolte. Kafka. Mais cette révolte est de plus en plus difficile à mettre en œuvre parce que la machine qui s'impose à nous a ce côté anonyme, impersonnel, qui est sa très très grande violence. Est-ce que c'est comme ça, vous aussi, que vous lisez la lecture de Kafka par Arendt ? Alors, dans ce texte, ce qui est intéressant, c'est qu'en très peu de lignes, Arendt semble dire un peu deux choses contradictoires. Oui. C'est-à-dire, d'une part, que ce que Kafka nous montre, c'est le conflit entre le monde et ce héros qui cherche à détruire le monde, et qui serait mu
par des convictions révolutionnaires, donc un désir de destruction, de renversement, etc. Et en même temps que c'est que un homme de bonne volonté qui est peut-être en deçà du désir révolutionnaire, et que Kafka ne fait que peut-être nous révéler les structures cachées de la machinerie bureaucratique, mais que les personnages qu'il met en scène, eux, ne sont pas dans un désir de renversement, plutôt dans un conflit, dans peut-être même une forme d'écrasement. Oui, ou de servitude volontaire. Là, on peut laisser cette question ouverte. Voilà. Mais c'est un sujet très, très sensible, n'est-ce pas, Michael Levy? De savoir si l'homme a été éduqué, c'est une expression d'Arendt aussi dans cet article, à être servile, éduqué en ce sens. Et si Kafka veut nous dire, voilà ce que nous sommes devenus, il n'y a rien à faire. Nous sommes devenus serviles. Ou si Kafka, dans cette peinture, veut nous dire de nous révolter. Michael Levy. Oui. Alors, je pense que la façon dont Kafka décrit la servitude volontaire, c'est, disons, une description de ce qui existe, mais c'est en même temps une protestation contre ça. Il ne faut pas se soumettre. Mais il décrit la servitude volontaire. Donc, la fin du procès, Joseph K., il collabore avec ses bourreaux. Ce qui n'empêche pas d'être exécuté comme un chien, dit le texte. Voilà. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas se comporter comme un chien, parce que c'est une honte. C'est pour ça qu'il n'y a que l'honte qui va survivre. Donc, c'est un appel à la révolte, mais pas direct. C'est en décrivant la servitude volontaire qu'il y a un appel à la révolte. Une révolte individuelle. Il ne s'agit pas d'organiser un mouvement révolutionnaire. C'est toujours une révolte individuelle. Et la même chose dans les châteaux. Oui. Dans les châteaux, il décrit tout le temps la servitude volontaire de tous les habitants du château, sauf une exception. C'est une femme. C'est pas un hasard. C'est Amalia qui a osé rejeter d'un beau geste les avances sordides de bureaucrates du château. Donc, c'est pour Kafka l'exemple de cette révolte individuelle contre la servitude volontaire. Alors, dans vos travaux, vous dites que Kafka, on le sait par divers témoignages, a fréquenté très sérieusement les cercles anarchistes. Vous évoquez le témoignage de Michal Kacha, de Michal Marès, jeune anarchiste tchèque. Vous évoquez sa participation, celle de Kafka, à un club, le club Mladic, je ne sais pas si je prononce bien, le club de la jeunesse. Le fait aussi qu'il a été présent à des meetings anarchistes, qu'il a participé à une manifestation en 1912 contre l'exécution de l'anarchiste Liabeuf à Paris. C'est qu'il a lu Bakounine, qu'il a lu Kropotkin, qu'il s'intéressait à Emma Goldman. Vous pensez, Michael Levy, que cette dimension-là de Kafka est peut-être un peu recouverte par les commentaires littéraires habituels? Oui, je me plains pas tellement de commentaires littéraires, mais j'ai, disons, une polémique avec les auteurs, les interprètes, les biographes qui essayent de nier ce fait. Et pourquoi? Parce qu'ils trouvent que ça colle pas avec leur image de Kafka comme un personnage sérieux, respectable, qui respecte les lois, etc. Je ne sais pas, mais il y a plusieurs tentatives, disons, de nier ce qui est une évidence historique attestée par plusieurs témoins qui ne se connaissent pas entre eux. 4 ou 5 témoins, et que Max Brod reconnaissait comme légitime. Il cite un témoin qu'il a connu, il dit voilà, il a dit ça, et il le croit. Donc, Max Brod trouve que c'est légitime. Donc, par cela, disons, cette rencontre entre Kafka et les anarchistes, le jeune Kafka, c'est pas, je ne veux pas dire qu'il a été influencé par les anarchistes ou que ses œuvres traduisent une doctrine, c'est pas ça. Mais, disons, c'est en partant de ses propres sentiments, de son propre état d'esprit, de sa Stimmung, comme disent les Allemands, qui est ce désir de liberté, ce désir absolu de liberté, qu'il va s'intéresser aux anarchistes. Donc, c'est dans ce sens-là que les choses vont. D'abord, ça part de lui, et après, il va fréquenter, comme ça, il ne va pas participer des mouvements, mais il va fréquenter les réunions, et probablement participer à certaines manifestations. Donc, il a une affinité.
Il a une sympathie pour ce genre-là. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Ça éclaire, disons, son état d'esprit qui est présent dans son œuvre. Voilà. Mais c'est un sujet très controversé. Il y a tout le temps des gens qui essayent de démonter ces témoignages, de les mettre en question, mais je pense que c'est pas... Et il y a aussi des biographies qui ne mentionnent même pas le fait, même pas pour le critiquer, ils font l'impasse totale. Oui. Il y a une biographie qui est récente de... oubliez les noms, en allemand, 600 Reinach, oui. 700 pages, il y a tous les détails sur toute la vie du jeune Kafka, mais sur ça, silence total. Ça, c'est une vraie question. Nous parlons ce matin de Kafka, c'est le 100e anniversaire de sa mort, ce printemps, et je suis en compagnie de Léa Weinstein et de Michael Levy. Léa Weinstein, pourquoi les amitiés et les affinités, prenons ce mot évidemment, anarchistes de Kafka sont un peu recouvertes comme ça par certains de ses biographes, comme il vient d'être dit? Je pense que ça fait partie d'une histoire passionnante qui est l'histoire de la réception de Kafka, qui commence très tôt en fait et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à des productions très très récentes. On l'a tiré dans plein de directions, ce qui prouve, à mon avis, la puissance, encore une fois, de son œuvre de fiction, et puis peut-être aussi de sa figure, au-delà de son œuvre, de sa vie, de l'endroit, de l'espace-temps dans lequel il a vécu et qui a donné lieu de cette génération, la génération de la lettre au père, qui a donné lieu à toutes ces interprétations contradictoires. Moi, pour ma thèse, dans le corpus des interprétations philosophiques que j'ai étudiées, il y a un livre qui est assez peu connu et qui est, de ce point de vue-là, à mon avis, vraiment intéressant, qui est le livre de Günther Anders. Et oui, et lui, il a une autre interprétation, semble-t-il, enfin c'est ambigu, n'est-ce pas? Voilà, il reprend cette ambiguïté-là, et le livre est sous-titré « Pour et contre ». Franz Kafka, pour et contre. Oui. Et donc, il reprend le dispositif du procès et il imagine qu'il va tenir, lui, en tant que philosophe, le procès de l'écrivain avec les deux parties. Et il va poser cette question, justement, de la soumission ou de l'insoumission politique de Kafka. Est-ce que les personnages qui nous donnent à voir, et c'est vrai, qu'il s'agisse de Joseph K. ou de K, on a quand même face à des personnages qui, dans l'économie du roman, ne se révoltent pas contre leurs conditions. Ouais. Et donc, ils s'écrasent, comme dit. S'écrasent. C'est le sacrificium intellectus, sacrifice de l'intellect, c'est une expression souvent employée par les Allemands de cette époque. Et en politique, ça donne s'écraser, dit Günther Anders dans ce livre que vous évoquez, là, Léa Weinstein. Voilà, donc il va à la fois prendre au sérieux cette hypothèse. Est-ce que, en fait, ce que Kafka nous montre, c'est pas juste une apologie de l'écrasement, de la soumission, et donc, en ce cas-là, peut-être la mode de Kafka est un symptôme qu'on doit considérer avec beaucoup de prudence. Et en même temps, Günther Anders va dans le texte et reconnaît que on est dans la description et qu'on peut pas faire de Kafka un sociologue ou un homme politique, qu'on doit continuer de le lire comme un écrivain et qu'il est dans la description des dispositifs. Oui. Il y a une part d'énigme et de mystère qui reste. C'est ce que vous avez dit tous les deux dès le début. On a quand même le droit de dire que Günther Anders était le premier mari de Hannah Arendt. Leur mariage ne va pas très bien dans les années 30 quand Arendt part en France. On a aussi le droit de dire qu'elle noue une amitié à Paris avec Walter Benjamin très 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 subtile et très profonde. Et par ailleurs, Benjamin avait des liens de parenté un peu lointains avec Anders. C'était un cousin, je crois. Tout ça pour vous demander, Michael Levy, pourquoi Kafka, auprès de ces exilés, persécutés, juifs allemands, est une figure si centrale. Il est mort depuis une dizaine d'années et tout le monde, finalement, dans les années 30, a envie de parler de Kafka. Pourquoi? Alors, disons, tous ces auteurs dont nous parlons et sur lesquels Léa a écrit ces très beaux livres, c'est des juifs de culture allemande, des juifs d'Europe centrale. Et
Hannah Arendt a raison de dire que le roman de Kafka parle de la condition juive. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles tous ces intellectuels juifs d'Europe centrale se reconnaissent dans l'œuvre de Kafka. Donc, il y a une dimension juive qui est très présente dans l'œuvre de Kafka, mais qui, disons, n'est pas en contradiction avec les caractères universels de cette œuvre. Oui, et puis c'est le nazisme, peut-être qu'il peint encore mieux que, disons, les questions autour du judaïsme. C'est vraiment le totalitarisme qu'il aurait anticipé. Je ne sais pas si c'est le totalitarisme. Je pense que, bon, on peut dire qu'il a eu l'intuition du totalitarisme, mais je pense qu'il surtout, il pense à des expériences de son époque, notamment au procès antisémite. Je pense qu'une des sources importantes du livre Les procès sont les procès antisémites de son époque, les procès en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Russie et même en France avec l'affaire Dreyfus. Donc, c'est ça un peu le contexte historique auquel il se réfère. Mais je pense qu'il voit dans la condition juive la quintessence de la situation de l'homme moderne. C'est-à-dire l'individu écrasé par les appareils, c'est les Juifs, mais c'est pas seulement les Juifs. Voilà. Et c'est pour ça que le personnage s'appelle Joseph K, avec un point. C'est-à-dire, le K n'a pas d'identité. C'est pas Cohen, ou c'est pas... Non, c'est universel. C'est un petit peu Kafka aussi. Voilà, c'est un peu Kafka aussi. Peut-être Kafka aussi. Mais c'est universel. Donc, il y a cette dialectique entre la dimension juive et la dimension universelle. Et cette dialectique, on la trouve chez tous ces penseurs, que ce soit Hannah Arendt, Benjamin Scholem, Günther Anders, ils ont tous cette dialectique entre la situation de juif et une condition universelle de l'homme en général, comme dit Hannah Arendt dans ses beaux textes. Alors, vous parliez dès le début, Léa Weinstein, vous aviez tellement raison de la métamorphose que la société administrée produit sur chacun de nous, qui est un thème majeur chez Kafka. Et il y a donc son fameux texte, La Métamorphose, peut-être l'un des plus connus. Je vous propose d'en écouter un extrait. Il s'agit d'une lecture sur France Culture en septembre 2021. C'est le moment où on voit bien comment la famille réagit, et réagit largement par le rejet, à l'égard de ce fils ou de ce frère, selon qui on est, qui s'est transformé en un gros insecte effrayant. Chers parents, dit la sœur en frappant de la main sur la table, ça ne peut pas continuer comme ça. Vous ne voulez peut-être pas voir la vérité en face, mais moi, je la vois. Je ne veux pas, devant ce monstre, prononcer le nom de mon frère. Et je dis donc uniquement ceci, nous devons essayer de nous débarrasser de lui. Nous avons tenté tout ce qui était humainement possible pour prendre soin de lui et le supporter patiemment. Je crois que personne ne peut nous faire le moindre reproche. Elle a 1000 fois raison, dit le père à part soi. Il semblait accéder, grâce aux paroles de la sœur, à des pensées moins confuses. La mère, en proie à des difficultés respiratoires qui mettaient violemment ses poumons à l'épreuve, se mit à tousser sourdement dans sa main, une expression de démence dans le regard. La sœur se précipita sur elle et lui tint le front. Il va vous tuer tous les deux. Je sens ça venir. Quand on travaille aussi dur que nous le faisons tous, on ne peut pas en plus supporter à la maison cette torture continuelle. Et moi, je ne peux plus. Elle éclata alors en sanglots si violents que ses larmes coulèrent sur le visage de la mère, d'où celle-ci les essuya d'un geste machinal. S'il nous comprenait, dit le père à demi interrogatif, s'il nous comprenait, alors il faut que tu essaies de t'ôter de l'esprit que c'est Grégor. Notre vrai malheur, c'est justement que nous l'ayons cru si longtemps. Si c'était Grégor, il y a beau temps qu'il aurait compris qu'il n'était pas possible pour des êtres humains de cohabiter avec un animal pareil et qu'il serait parti de son plein gré. Nous n'aurions plus alors de frères, mais nous pourrions continuer à vivre et à honorer sa mémoire. Mais comme cela, cet animal nous persécute. Il chasse les sous-locataires. Il veut visiblement occuper tout l'appartement et nous faire dormir dans la rue. Michal Esco est le lecteur
de cette fiction créée par France Culture à partir du texte et dans le grand respect du texte La Métamorphose de Kafka. Le texte est ici traduit par Jean-Pierre Lefebvre. Scène terrible, on ne sait plus qui est métamorphosé, si j'ose dire. Léa Weinstein, je vous laisse commenter librement. Ce qui me frappe quand je entends ce passage, c'est la question du nom. C'est-à-dire que quand le texte dit que la sœur ne peut plus prononcer son nom et qu'elle dit encore un peu plus loin, il faut t'enlever de la tête que c'est Grégor. Et donc on voit vraiment que après l'humanité, ce qui est perdu, c'est le nom. Et là, on est relativement vers la fin du texte. On est dans ce moment où ils essayent donc de s'en débarrasser. Et le rejet passe par là. Il a plus de nom. On ne sait plus comment le prénommer, mais on sait même plus ce qu'il est. On ne sait plus si c'est lui qui va prendre toute la place dans l'appartement et qui va donc les rejeter dehors, ou si c'est eux qui vont le tuer et le rejeter. Donc, comme vous le disiez, Géraldine, c'est un texte sur le rejet, vraiment. Et là, on voit comment le rejet passe par le nom. Ce qui nous ramène tout à l'heure à la perte du nom avec le K. Donc, Joseph K. Le nom disparaît et puis après c'est carrément K. Dans le château, c'est K. Dans le château, il y a même plus de prénom. Donc il y a vraiment chez Kafka, j'ai l'impression, ça nous raconte l'histoire de la disparition du langage aussi, de cette capacité de nommer. C'est par là que passe le rejet. Comment vous interprétez la métamorphose, Michael Levy? Est-ce que le fait que ce soit dans la famille, avec le rapport au père, là, est-ce que c'est important? Alors, comme toutes les œuvres de Kafka, il y a ce mystère, évidemment. C'est de la poésie. Et on ne peut pas, disons... Il y a ce que Breton appelait le noyau infracassable de nuit. Bien. Cela dit, on peut aborder par différents angles. Et j'ai essayé de l'interpréter dans la série des premiers textes de Kafka où il est question de de la tyrannie paternelle ou de ce qu'Adorno appelait les patriarches enragés et où se traduit, disons, tout le conflit entre Kafka et son père. Et pour moi, Samsa, ça sonne avec Kafka. Il y a les mêmes répétitions des Samsa, Kafka. Et dans la lettre au père, il y a un moment où Kafka s'est plaint que son père le traitait comme un insecte nuisible, Ungezifa. Il emploie les mêmes mots qui apparaissent dans la Métamorphose. Donc, un des aspects de la Métamorphose, ça n'épuise pas évidemment les textes, qui est inépuisable, mais il y a un aspect qui est celui du père qui va finir par tuer son fils, en lui jetant un objet qui va finir par le tuer. Donc, c'est, disons, les patriarches enragés qui veut se débarrasser du fils qu'il voit comme un insecte nuisible. Donc il y a cet aspect-là, l'affrontement du fils et du père, et ce totalitarisme familial dont parle Milan Kundera à propos de textes de Kafka. Il utilise cette expression, totalitarisme familial. Donc, c'est un aspect, ça ne veut pas du tout épuiser. Bien sûr. Qui est une œuvre qui est inépuisable. Mais c'est vrai que la domination commence dans la famille, et ça, c'est ce que la première école de Francfort a aussi dit à Adorno, Horkheimer, en faisant des études sur la famille dans les années, la famille allemande, qui a quand même produit avec tout le monde ce régime terrible qu'est le nazisme. Il y avait des études sur la famille, parce que peut-être la domination, la personnalité autoritaire, comme dira plus tard Adorno, ça commence dans la famille. Et c'est vrai que le rapport de Kafka au père est central dans toute son œuvre. Ça vous paraît à ce point structurant qu'on ne peut pas parler de Kafka et la société sans cette figure omniprésente du père, Léa Weinstein derrière lui. C'est vrai que, comme disait Michael, quand on lit la lettre au père, on a l'impression de trouver bien des
bien des images qu'on va retrouver ensuite dans les fictions. Je pense aussi, puisqu'on parle des philosophes et de Kafka, je pense aussi au livre de Deleuze et Guattari, qui est un peu plus tardif que ceux qu'on évoque là depuis tout à l'heure, puisque c'est publié en 1975, Kafka pour une littérature mineure. Et alors eux, ils vont essayer de dégommer cette interprétation familiale ou psychanalytique à outrance de l'œuvre de Kafka à partir du père, dans un chapitre qui s'appelle « Un Oedipe trop gros ». Et en fait, l'interprétation, alors qui vaut ce qu'elle vaut, je suis pas sûre personnellement qu'elle me convainque totalement, mais et de dire, en fait, ce serait tellement gros de parler d'un rapport de père-fils à ce point-là, partout, comme ça, comme un père écrasant, etc., que Kafka est quand même au-dessus de ça. Et donc, on peut pas lire Kafka à partir de l'Oedipe. On est obligé, selon Deleuze et Guattari, de sortir de la famille pour comprendre que la famille est branchée sur la question du collectif et que ce qui intéresse Kafka, peut-être en partant de la famille, comme vous le disiez, mais c'est de savoir ce qui se joue dans le rapport au collectif, dans le rapport politique, dans cette question de la domination. Et quand on entend le texte quand même de la Métamorphose, par rapport à cette histoire de la grosseur, j'avais oublié moi que l'insecte grossit comme ça. On l'entend là. C'est un monstre. Il prend quand même toute la pièce à la fin. Donc est-ce que le père peut l'écraser finalement? Je sais pas. Je rejoins Michael. Il y a quand même une révolte possible puisque le père peut plus. L'anarchisme, pour y revenir, puisque c'est quand même votre thèse profonde, Michael Levy, c'est que l'anarchisme, y compris sur le plan théorique, politique le plus précis, traverse l'œuvre de Kafka. L'anarchisme, ça commence souvent dans un rapport à la loi parentale. C'est pas de faire de la psychanalysette que de dire ça. C'est un enjeu social et politique décisif. Oui. Non, je pense que c'est très important pour Kafka, disons, cette souffrance de l'oppression paternelle. Hein. C'est vraiment le point de départ. Oui. Et ces premiers textes tournent autour du totalitarisme familial, que ce soit les Vérédictes ou la Métamorphose. Mais là où je suis d'accord avec Deleuze et Guattari, c'est qu'il va dépasser cela. Hein. Il va dépasser pour poser la question de la tyrannie, non seulement du père, mais de la tyrannie anonyme, de la tyrannie impersonnelle des appareils. Hein. C'est ça le mouvement de sa pensée, de son œuvre. Il part de sa révolte contre la tyrannie paternelle, mais il va comprendre que la tyrannie n'est pas seulement du père, mais elle est institutionnalisée, elle est la tyrannie des appareils, de la bureaucratie, de l'État, des tribunaux, etc. Du château, pour le dire, sur un mode poétique. Ou du tribunal invisible du procès. Bon, donc c'est ça le génie de Kafka, c'est de faire ces pas, ces sauts, mais le point de départ, c'est quand même la tyrannie paternelle, la révolte contre la tyrannie paternelle. Les Vérédictes aussi, c'est un texte terrible, où le fils obéit, le père dit au fils, tu dois te tuer, et il obéit. C'est comme si Kafka disait, on doit obéir au père, mais si on obéit au père, on se suicide. C'est ça le dilemme. Mais il va aller au-delà de ça. Oui. Donc, dans le procès, dans le château, ce n'est plus le père, c'est des appareils anonymes. Alors pour finir, juste quelques mots sur votre dernier livre, Léa Weinstein. Vous parlez de c'est à la fois romanesque et un peu kafkaïen, il faut bien le dire, de l'avenir de ces papiers que Kafka avait laissés à Max Brod, son ami légataire, en lui disant de les brûler. Max Brod ne les a pas brûlés. Si j'ai bien compris, il en a publié certains de ces manuscrits, il en a gardé d'autres. Il s'est exilé en Palestine, puis en Israël, après 48, ce sera le terme, et il meurt en 1968. Bizarrement, il n'en fait rien, lui, de certains de ses papiers. Il les donne à une femme qu'il a aidé à les ranger, Esther, je crois, Hof, c'est ça. Et puis après, celle-ci, qui a peu d'argent, va en vendre quelques-uns, elle va gagner un peu d'argent. Et il va y avoir un procès avec Israël. J'ai jamais compris, dans votre histoire,
en quoi ça regardait Israël. C'est un auteur tchèque qui écrit en allemand, Kafka. Donc en fait, je comprends rien du tout et je me demande si c'est pas ça ce qui est intéressant. Oui, certainement. Ne pas dire rien comprendre. Oui. Je vous laisse en parler un petit peu parce que c'est très très intéressant votre narration de cette affaire. Alors en effet, certains des manuscrits de Kafka ont fait l'objet d'un procès, donc comme si l'œuvre avait généré après elle d'autres fictions, d'autres qui sont pourtant bien réelles en l'occurrence, puisque donc Max Brod, qui décide de pas respecter le testament, va partir en 1939, va s'enfuir de Prague pour emporter avec lui dans sa valise ses manuscrits de Kafka vers Tel Aviv, où il va recommencer sa vie. Donc il y a une espèce de second sauvetage qui s'opère à ce moment-là, le premier en ne brûlant pas, le second en les emportant dans son exil, dans son immigration. Et il va ensuite les léguer en effet à cette femme qui va lui-même renommer Esther au feu. Donc c'est une histoire de testament et qui va se transformer en procès. Donc là, j'essaye de vous expliquer, Géraldine. Oui, surtout qu'il reste peu de temps. J'aimerais Pourquoi votre Israël commentaire du problème. Voilà. Pourquoi Israël Parce que c'est là-bas que ça se passe, parce que c'est là-bas que Max Brod meurt en 1968 oui. et que donc ce testament va se dérouler et que un jour l'État d'Israël va décider qu'il s'agit du patrimoine juif universel. Donc là, on rejoint il y a eu ce cette que décision, Michael Levy disait, et que donc ça doit reposer dans la Bibliothèque nationale israélienne, et que ça peut pas rester de l'ordre de la propriété privée. Sauf que c'est une discussion importante à laquelle va participer aussi l'Allemagne, qui avait acquis certains de ces manuscrits. L'histoire de cet adagio en sol mineur est très kafkaïenne, comme les fragments retrouvés de Kafka sur le tard. Eh bien, c'est un fragment du compositeur Tommaso Albinoni de la fin du XVIIe et de la première moitié du XVIIIe siècle qui a été retrouvé et qui est la base du travail de composition qu'a fait Remo Giasotto au XXe siècle pour cet adagio en sol mineur qui est aussi la musique du film d'Orson Welles, Le procès, réalisé à partir de l'œuvre de Kafka.
Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment, qui nous parle cette semaine de la mémoire. Pourquoi parle-t-on de guerre mémorielle ? L'importance de la mémoire et de l'histoire dans notre vie s'atteste aussi au fait que ces notions, même la notion de mémoire et d'histoire, ont une histoire, sont utilisées dans notre histoire politique. Et il en est ainsi d'une notion qui s'est située à un moment au centre des débats, en France notamment, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, et qui revient aujourd'hui encore transformée. C'est la notion de guerre mémorielle. L'idée que les mémoires individuelles et collectives s'affrontent sur la scène publique pour accéder à une reconnaissance publique et se livrent une sorte de conflit, une sorte de concurrence. On parlait à l'époque de concurrence des victimes et que même d'une certaine manière, cette guerre de la mémoire était la dernière mémoire de la guerre. À savoir que dans les années 90, dans les années 2000, on pensait que traiter ces conflits du passé, c'était assurer encore mieux une paix perpétuelle, une paix démocratique ou en tout cas un cadre démocratique non guerrier, non violent pour traiter les conflits entre les humains. Alors, ces conflits de mémoire qui revenaient sans cesse, parfois de manière traumatique, il fallait les situer dans un cadre de justice. Et Paul Ricoeur, par exemple, dans son grand livre « La mémoire, l'histoire, l'oubli » en 2000, défendait la thèse de la mémoire juste contre le trop peu de mémoire, le déni du passé, mais aussi le trop de mémoire, l'envahissement du présent par les conflits du passé. Et on avait cette utopie, au fond, d'une mémoire juste, d'ailleurs critiquée. Ricoeur l'avait été, parfois pour quand même avec une sorte de lassitude vis-à-vis du retour du passé souffrant ou criminel. Et il fallait en tout cas construire ce cadre, il l'admettait, et pour réouvrir un avenir possible. Aujourd'hui, la notion de guerre mémorielle revient d'une manière lancinante mais tout à fait littérale. Ce n'est plus seulement un cadre démocratique pour des souvenirs encore douloureux, c'est vraiment l'utilisation de la mémoire dans des conflits du présent, son instrumentalisation guerrière, comme dans la guerre que la Russie a déclarée à l'Ukraine, en l'inscrivant profondément dans un cadre historique. Alors la guerre mémorielle n'est plus seulement la métaphore de la dernière des guerres, c'est au contraire le redoublement de la guerre du présent par un passé consciemment revendiqué comme guerrier, consciemment revendiqué comme la légitimité de la mémoire des uns face à la mémoire des autres. Comment faire pour construire aujourd'hui un cadre commun international pour une mémoire apaisée, une mémoire qui, en tout cas, fasse confiance à des institutions pour trouver, au fond, un récit commun, un récit qui permette de faire une place à la mémoire des uns et à la mémoire des autres, sans répéter les conflits qui sont encore en elles, comme des souffrances constamment à revivre et non pas à raconter, à surmonter et à inscrire dans un projet d'avenir commun. La première des conditions, c'est probablement de travailler sur les deux fronts, sans les confondre. Travailler en effet sur la mémoire et le passé, continuer le travail des années 90 et 2000 sans relâche, mais aussi travailler sur les conflits du présent, ne pas les dénier, ne pas les laisser devenir guerriers. Ainsi, on évitera les guerres mémorielles que si l'on travaille à la fois sur la mémoire et sur la guerre. C'est peut-être facile à dire, mais sans les confondre, en traçant à la fois une limite entre le passé et le présent, mais en travaillant sur les deux fronts pour libérer aussi un avenir commun, une mémoire possible du long passé commun de l'humanité face aux dangers communs qui nous attendent, par exemple sur notre pauvre planète. Merci Michael Levy et Léa Weinstein pour vos lectures de Kafka ce matin et vos lectures des lectures de Kafka. Les références de vos travaux sont sur notre site. Cette émission a été réalisée par Riyad Kira avec à la technique Jordan Fuentes. Elle a été préparée en particulier par Anna Feulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Chaïma Giboire, Axel Dubois et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.